بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء إيتو بوكوي أنناي رير جيبوتي واني سلامي ميل والباد جوكتين. Chers compatriotes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je commencerai par les prisonniers politiques à qui j'envoie mes prières les plus sincères. Je voudrais aujourd'hui vous parler de deux sujets. Le premier sujet repose sur l'aide sociale que le régime utilise pour expliquer aux Djiboutiens que la diaspora vit simplement de l'aide sociale, qu'on appelle en Somalie aide. Horta aide maha, parce que son origine est islamique. Et Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, gérait Bayt Mal al-Muslimin, qu'on peut traduire tout simplement avec la maison des finances des musulmans. Umar veillait à ce que chaque dépense soit justifiée, que tout le monde mange à la sueur de leur front. Umar s'assurait que les pauvres mangent à leur faim. Marwa Haddadei, Umar avait vu un mendiant devant une mosquée. Et il a demandé, mais pourquoi ce gars, il tend la main? Pourquoi il mendie? Umaro, Ninkan, il a tout perdu. Et il est devenu pauvre. Et donc, il n'a pas d'autre choix que de mendier. Umar a répondu en disant Maluhu fi bayti mal al-muslimin akrimuhu la khayra fina in akalna shababuhum wa tarakna shibatahum. On ne peut pas se permettre de profiter de leur jeunesse et de les livrer à eux-mêmes pendant leur vieillesse. Ils ont le droit d'être financés par la maison des finances des musulmans. Donc voilà comment Omar traitait les gens. Alors, Aïda à Tchégessin, ce ne sont pas les pays occidentaux qui ont inventé le concept. Et ça ne devrait pas être eux, ces pays-là, qui devaient le mettre en place. Ce sont les pays musulmans qui devaient le faire. Lakin, waxaan noqonay tuugiin baan noqonay beenaale baan noqonay munaafiqiin baan noqonay kadaabiin baan noqonay daalimiin baan noqonay munaafiqiin iyo biladiin baan noqonay. Sinon, on n'allait même pas être jaloux de l'aide sociale que les pays occidentaux distribuent aux plus nécessiteux. Mais bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, Aïda, aide maha, parce que ça aide les enfants à manger à leur faim. Ça aide les jeunes à se concentrer sur l'école. Ça aide les mamans à se déstresser. Ben Batchegessin, parce que la plupart des Djiboutiens membres de la diaspora, avec l'écrasante majorité que moi je connais, ils étudient, ils travaillent. On a des employés djiboutiens partout, donc que ce soit dans le privé ou dans le public. On a des superviseurs dans les entreprises, on a des chefs de service, on a des ingénieurs, on a des docteurs, des directeurs, des internationaux, etc. Vous avez certainement entendu parler d'un certain Khadr qui était maire d'une commune en France. Vous avez certainement entendu parler de Ruqayya, qui était vice-présidente socialiste de la région de Tours, en France. Et ça viendra. Lakin, quand vous dites aux gens, les membres de la diaspora, ils vivent de l'aide sociale ou à Ben, tous les gens travaillent, ils étudient. Pourquoi est-ce qu'ils vont aller chercher l'aide sociale, qui est minime, qui est rien?
lorsque un chauffeur de Uber, il peut gagner entre 100 à 200 dollars par jour. Ah, vous avez bien entendu, c'est entre 100 à 200 dollars par jour, quelqu'un qui ne travaille pas fort. Quelqu'un qui travaille fort, il peut aller jusqu'à 300 dollars par jour. Uber driver. Donc pourquoi ils vont aller chercher 400 à 500 dollars par mois lorsqu'il peut faire 300 dollars par jour? Ben Bachegessin. Tous les Djiboutiens sont vraiment très respectables. Et la diaspora est une fierté du pays. Mon deuxième sujet porte sur le 5e mandat, donc le 5e hold-up électoral qui s'en vient. Quand le maître mot de la campagne du hold-up qui s'en vient, continuons ensemble et continuons ensemble. C'est bien, on a toujours continué ensemble. On a toujours été ensemble. La Kid, il faut s'arrêter à un moment. Il faut se dire, on s'arrête maintenant, puis on se pose des questions quand même. Pourquoi est-ce qu'on doit encore continuer pour un 5e hold-up électoral? Il y a une autre question aussi, c'est que pourquoi est-ce que le peuple de Djibouti a accepté le premier hold-up, le deuxième, le troisième et le quatrième? J'ai pensé à une anecdote que je peux partager avec vous. C'est l'histoire de deux frères au Yémen qui habitent juste en face à face là dans un quartier. Et puis le fils du premier, c'est un Sahib al-Khurouj. Il était pieux. Et puis il avait une boutique, il gérait sa boutique. Il n'arrivait pas à faire de l'argent et puis il n'arrivait pas à faire tourner la boîte. Le deuxième frère avait aussi un fils qui faisait la même chose dans le même quartier. Il a aussi une boutique. C'était pas Sahib al-Khurouj, mais il se débrouillait pour faire tourner la boîte, il investissait, il agrandissait, il rénovait, etc. Donc ça marchait bien, mais il n'est pas Sahib al-Khurouj. Donc le papa de Sahib al-Khurouj est allé voir son frère et il lui dit, on a entendu que ton fils, il détourne les fonds de la caisse, il te vole. De Kiba Kairi, wallahi, je suis au courant qu'il me vole. Mais laisse-le me voler. Ah, je suis au courant. Sidé, il arrive à faire tourner la boîte. Il arrive à investir, il arrive à rénover, il a des plans, etc. J'ai entendu comme vous qu'il volait un peu d'argent, mais c'est pas grave. Ah. Donc, à Nega, je pense que le peuple de Djibouti, il a une histoire comme ça dans la tête. Ce régime, il détourne la Kin Malaha au deuxième mandat. Il va peut-être investir au Hishwan et Kulli. Il va investir, il va revenir à la raison et ça n'a pas fonctionné. Troisième mandat, c'est la même chose. On savait ce qu'il faisait au deuxième hold-up électoral, comment il a eu les élections et donc peut-être qu'au troisième, il allait refaire ses calculs et investir dans le pays. Rien ne s'est passé, etc., jusqu'à maintenant. Donc, Imeka, il est vraiment très légitime de dire Kifayade, assez, c'est assez. Ah, faut qu'il y ait un terminus quelque part. Si on regarde l'éducation nationale, on peut commencer par l'éducation nationale rapidement. Et on ne parlera pas de la qualité de l'enseignement parce que on sait qu'est-ce que c'est. Il n'y aura pas de surprise dans ce que je veux dire. La Kin, je peux mettre un peu le projecteur sur le taux d'employabilité ou tout simplement le taux d'embauche. En termes simples, on peut regarder parmi la population des étudiants qui ont gradué, donc qui ont fini leurs études, qui ont obtenu le diplôme, de combien en pourcentage se sont fait embaucher? Grande question. Parce que ça me sert à quoi d'avoir une éducation si cette éducation ne me permet pas d'insérer la population de gradués sur le marché du travail? Et le chiffre là, il est incroyable. Il est moins de 5%. Les plus pessimistes à qui j'ai posé la question me parlent de 2-3%. Les plus optimistes me parlent de 5%. Qu'est-ce qu'on fait avec les 95% restants qui n'ont pas pu être insérés sur le marché du travail? C'est une grande question.
Donc, si le président sortant avait un meilleur chiffre, on aurait dit, bah peut-être là, il a un résultat là. Le monsieur là qui a fait le 4e hold-up, ben, il a un résultat. Hein? On a des résultats tangibles, on a des données probantes, mais rien. Une autre question, c'est que où sont nos meilleurs professeurs? Ils ne sont pas, ils sont pas à Djibouti. Les meilleurs profs de Djibouti ne sont pas à Djibouti, vous le savez. Ils sont éparpillés dans le monde. Où sont nos meilleurs chercheurs? Ils sont éparpillés dans le monde. Et ce n'est pas le monde qui va refuser les, les diplômés djiboutiens. Si vous n'avez pas fait vos calculs, moi de mon côté, j'ai fait mes calculs. Un PhD, quand il atterrit au Canada, le Canada sait pertinemment que le PhD lui coûte 1 million de dollars. Vous avez bien entendu, ouais, 1 million de dollars. Lorsqu'on comptabilise ce que l'État a dépensé sur l'étudiant là au primaire, secondaire et université jusqu'au PhD, jusqu'au doctorat, ça coûte à l'État 1 million de dollars. Et donc, qui va refuser de recevoir un étudiant étranger gratuitement qui a coûté à son gouvernement 1 million de dollars? Il ne faut pas être un homme d'affaires pour comprendre qu'il y a une opportunité ici à saisir. C'est ça, lorsqu'un docteur il quitte Djibouti, ben, il a coûté une grosse somme au gouvernement de Djibouti et le Canada a fait ses calculs, en bas l'Europe, ils savent que ben, ils sont pas loin de recevoir 1 million de dollars. C'est comme si tu donnes à quelqu'un 1 million de dollars gratuitement. Qui va dire non? Donc, quelqu'un me disait récemment, à Djibouti, le gouvernement se comporte avec les étudiants comme un jardinier qui se comporte avec les plantes. On met la graine, on fait grandir la plante, et dès que la plante commence à donner des fruits, on l'abandonne. Voilà, un détenteur de maîtrise, l'État a dépensé des millions sur ce détenteur de maîtrise, en mode de baccalauréat, et puis arrivé à la fin, ben on l'abandonne. Comme un jardinier qui abandonnerait une plante. Yeah? Qu'il a arrosé, qu'il a fait grandir, qu'il a protégé, qu'il a entretenu, etc. Et c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Et de façon générale, on a aussi entendu que le régime allait créer 5000 emplois. Récemment, quelqu'un me disait, m'a montré même l'article, 5000 emplois allaient être créés. Pourquoi 5000? D'où vient ce chiffre? Pourquoi pas 2000? Pourquoi pas 10 000? Pourquoi pas 15 000? 5 000. Est-ce que c'est pour impressionner? Est-ce qu'on fait du social? Mais ça fait partie des tambours de la campagne. Parce que si on fait du social, si on fait juste dire aux Djiboutiens, voilà, on a créé 5000 emplois, et ça m'étonnerait d'ailleurs qu'on les crée, ça ne sert pas à l'économie, parce que c'est pas de l'économique. Un vrai recrutement, on recrute, dans un vrai recrutement, on recrute les champions, on recrute les meilleurs. On ne recrute pas 5000 juste pour faire plaisir aux gens. On recrute ceux vraiment qui méritent d'être recrutés, ceux qui vont créer de la richesse, ceux qui vont permettre à nos institutions de se développer, ceux qui vont permettre à nos entreprises de créer d'autres entreprises. Au lieu de 5000, moi j'allais recruter 50, en bas 500. Mais 500 meilleurs qui vont développer, qui vont hisser le pays vers le haut. Les vrais chefs d'entreprise, les visionnaires, recrutent les meilleurs employés qui seront capables de démissionner 2 ou 3 ans après. Pourquoi démissionner 2 ou 3 ans après? C'est parce que c'est des gens qui sont intelligents, qui ne vont pas rester dans l'entreprise. Ils sont tellement intelligents qu'ils sont capables de créer de la richesse. Voilà comment raisonnent les grosses entreprises. Donc c'est pas du quantitatif qu'il fallait faire. Et même le quantitatif, ça m'étonnerait que vous soyez capable de le faire. Donc je vois aucune raison d'accorder un 5e mandat en hold-up électoral
à M. Ismaël Omar Guelleh. Aucun résultat positif. Si on prend le domaine de la santé, rapidement, on nous a toujours parlé, même lors de mon passage à l'UNICEF, on nous a toujours parlé de trois principales maladies à Djibouti. Tuberculose, paludisme, sida. Et allez voir maintenant. Djibouti, un laboratoire des bactéries et des virus. Un environnement entretenu par lui-même pour les bactéries et pour les virus. On nous parle des maladies dont on n'a jamais entendu parler. Vous envoyez quelqu'un au service de la réanimation et il ne ressort pas. Je ne connais pas une famille qui a mis son enfant au service de réanimation et qui en est sorti. Demandez au ministre de la Santé, Mohamed Ouassama. Est-ce qu'il a un exemple où un Djiboutien est passé par la réanimation et il est sorti? Qu'il le met devant la table. Donc à tous les Djiboutiens qui envoient un membre de la famille au service de réanimation, achetez le coffin, le linceul, achetez le drap mortuaire. Si on regarde le taux de mortalité infantile et maternelle, on n'est pas loin du Yémen. Yémen, un pays qui est complètement détruit, a le même taux de mortalité infantile et le même taux de mortalité maternelle. Prenez aussi le pays là qui avait subi l'embargo, l'Érythrée, même s'il a été soulagé en 2018. On a le même taux. Notre santé n'est pas en bonne santé. Et ceux qui ont un minimum de moyens, ils vont en Turquie, ils vont en France, ils vont ailleurs. Et qu'est-ce qu'on fait des autres qui n'ont pas les moyens? Réanimation. Là encore, grand frère Ismaïl, là encore, aucune raison pour t'accorder un 5e hold-up. Santé, mafiche. Éducation, mafiche. Si on regarde le chômage, ça dépasse les 60%. Qu'est-ce que tu as fait pour les jeunes? 60% comme taux de chômage. Ça phagocyte la jeunesse djiboutienne. La pauvreté se généralise. Est-ce qu'on vit mieux? Est-ce que le niveau de vie des Djiboutiens s'est amélioré? Mais, à part les quelques bandits. Est-ce que les factures d'électricité et de l'eau ont drastiquement baissé? Mais, qui se permet de payer les factures? C'est les bandits, mais pas les familles djiboutiennes. Qu'en est-il des fosses septiques qui explosent dans tous les quartiers et qui bonifient les maladies déjà existantes? Qu'en est-il de nos routes, les autoroutes? Wahba. L'aéroport, bon, Adiga, personnellement, Hadji Ismaïl, Adiga, personnellement, tu as honte de l'aéroport. Tu le sais que tu as honte de l'aéroport. Et qu'est-ce que vous avez fait? Le fonds de l'habitat, qu'en est-il du fonds de l'habitat? Ma justice batalla. Est-ce qu'il y a une justice? Est-ce qu'il y a quelque chose dont on est fier? Wahba. Conclusion, il n'y a rien, absolument rien, qui nous indique que, Hadji Ismaïl, tu mérites le 5e hold-up électoral. Il n'y a rien, aucun indicateur. On t'a vu debout, on t'a vu trembler, on t'a vu somnoler, tu dors en pleine conférence. À la dernière, là, Ilia s'était gêné de te voir ronfler à côté. Tu respires mal. Repose-toi à la gaïri. Docteur Abraham Barkhat God et Docteur Daher Ahmed Farah, ils t'ont bien conseillé. Pourquoi tu tiens? Pourquoi tu ne veux pas remettre les clés à la jeunesse djiboutienne? Pourquoi tu veux pas que ce pays se développe?
pense à tes enfants. Nos enfants, les enfants djiboutiens, tes enfants à toi. Parce que tu vas partir, tu vas partir. Ton visa vers le ciel, vers l'au-delà, tu l'auras ton visa. Tôt ou tard, tu l'auras. Tu n'es pas immortel. Et ceux qui commenceront à pourchasser tes enfants sont ceux qui travaillent avec toi. Tu le sais, tu le sais. Il y a aussi le droit international qui va poursuivre tout un chacun. Donc il est temps de revenir à la raison. Remet la clé à la nouvelle génération, donne la chance aux Djiboutiens de développer leur pays. Et c'est tout, et le tour est joué. En tant qu'étudiant, j'avais un rêve avant de rentrer à Djibouti. Je pouvais rester en France comme certains l'ont fait, je pouvais aller au Canada, je suis rentré. J'avais un rêve. J'avais déjà entendu parler que certains disaient Djibouti, Suisse, je savais que c'était faux. Hong Kong, faux. Singapour, faux. Là, j'avais un petit rêve. Je me disais peut-être qu'on peut faire mieux que Qatar et mieux que Dubaï. Ça, au moins, on peut le faire avec un petit pays comme ça. Et on n'a pas été capable. Djibouti, si tu regardes sur une carte, tu as besoin de mettre tes lunettes là pour voir que le pays existe. C'est tellement petit qu'on peut développer. Lakin, tu as brisé ce rêve. Donc, ce qu'on te dit, irhal. Fakhamat al-Raïs, irhal. Irhal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.